auditeurs, bonjour, merci d'être avec nous pour notre émission hebdomadaire Zoom sur l'actualité. Zoom sur l'actualité a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Louis Kucharege. M. Reggae, bonjour. Oui, bonjour Romain et bonjour à la Kanaki. Nous avons le plaisir de recevoir le président du Parti travailliste parce qu'en ce moment, donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan politique et il faut en discuter. En ce moment, donc, il y a le comité de signataires qui se tient du côté de Paris. L'actualité politique a été marquée par ces soubresauts et notamment les débats internes entre ceux de la droite. Concernant notamment, je vous le rappelle, les motifs et également la date du 4 novembre prochain pour le référendum. En tout cas, le 4 novembre a été donc favorable par tous les politiques. Les motifs ont été défavorables, notamment de la droite républicaine et coloniale. Les Calédonie ensemble a été favorable pour les motifs et les indépendantistes. Mais nous allons aujourd'hui parler avec M. Kucharege sur sa vision de ce qui s'est passé donc, depuis la signature des accords Matignon-Oudinot jusqu'à aujourd'hui. Le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, je rappelle simplement à nos auditeurs, a fait son bilan de l'accord de Nouméa. Vous l'avez su donc, lors de la conférence de presse la semaine dernière sur cet échec de l'accord de Nouméa selon le Rassemblement indépendantiste et nationaliste. Monsieur Reggae, dans l'édito donc, de la voix de Kanaki de ce mois, on va dire on a vu votre plume, une plume cinglante, critiquant donc ce qui s'est passé ces dernières années. Est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Merci pour cette invitation, pour que effectivement je revienne sur cet éditorial dont le titre que j'ai mis est FLNKS, du Front de libération contre l'État colonial au Front de collaboration avec l'État colonial. Donc le titre porte déjà en lui-même tout le contenu de l'article. Et bien sûr, il y en a qui ne seront pas d'accord. Moi, j'ai fait cet édito avec ce titre parce que je suis un membre fondateur du FLNKS. Et je suis peut-être l'un des derniers parmi les responsables qui, à l'époque, ont décidé de créer ce front pour s'opposer à la mise en place du statut de moine. Moi, j'étais le président du STK, et le STK a fait partie de ceux qui ont décidé donc de créer ce front de libération, sachant que les dispositions en annulent les rôles, sachant que les garanties qu'on souhaitait contre les flux migratoires n'étaient pas reprises dans ce fameux statut. Et donc c'est pour cela que ce front a été créé, pour s'opposer et puis voir ce qu'on peut mettre à la place de ce fameux statut le moine. Donc c'était une composition un peu particulière autour d'une charte, avec donc les partis politiques, le syndicat USTKE, le comité de revendication de terre de la côte ouest, le GFKE, le mouvement des groupes des femmes Kanak en lutte, et rassemblés autour d'un bureau politique. Tous ces partis et groupes devenaient des groupes de pression, et rassemblés autour d'un bureau politique, et le gouvernement de Kanaki sera mis en place le 1er décembre 1984 à la Conception, le même jour où on a levé le drapeau. Et donc c'est ce jour-là aussi que Jean-Marie Tjibaou a été désigné président du gouvernement, dont faisaient partie Evo Machoro, Yann Séléné-Greguet et d'autres personnes qui étaient donc faisaient partie de ce gouvernement. Et donc nous avons mené ce combat contre le statut de moine partout dans la Kanaki. Je tiens à préciser que certains qui sont aux commandes du FLNKS aujourd'hui n'y étaient pas, étaient contre d'ailleurs la création du FLNKS, et ont rejoint que plus tard certains partis politiques, notamment le PALICA, a rejoint le FLNKS le 1er décembre, mais ils étaient contre la création du FLNKS. Et le bureau politique a été mis en place, on a partagé des équipes, le bureau politique en équipe de 2. Moi j'ai fait partie, mon équipe à moi c'était le grand frère Éloi et moi-même. Et donc nous avons fait des réunions un peu partout,
Et à Wailou, je me souviens très bien que nous avions en face de nous, j'étais avec le vieux Chenepa Boewe aussi, et Loire, et nous, on souhaitait que, informer la population de la nouvelle structure qui venait de se mettre en place, et l'opposant qui était en face de nous, c'était un beau-frère, d'ailleurs à moi, qui est aujourd'hui décédé, et qui était donc le responsable du Balika de Wailou. Après, les choses, elles ont évolué, bien sûr, mais si j'ai pris la responsabilité d'écrire cet édito, c'est que là où a été amené le FLNKS aujourd'hui, ça n'a jamais été ce qu'on a voulu. Ça n'a jamais été ce qu'on a voulu. On a créé un front de libération nationale pour arriver à l'indépendance et défendre les intérêts du peuple kanak. Or, depuis que ces dirigeants initiaux sont morts, de différentes manières, bien sûr, mais en tout cas, cette première classe dirigeante du FLNKS est partie, eh bien, comme je l'ai dit d'ailleurs dans cet édito, elle a été remplacée par des responsables qui n'ont ni le courage, ni la détermination, ni la clairvoyance, et encore moins l'aura de ces grandes personnalités politiques du mouvement indépendantiste. Pourquoi je dis ça? Et j'ai mis du temps, j'ai attendu un certain nombre d'années pour écrire cela, parce que dans les premières années, il était important d'être tous solidaires autour du FLNKS. Nous, en 89, l'USTK, mon fondateur du FLNKS, s'est retiré. S'est retiré parce que le FLNKS, à ce moment-là, était redevenu un cartel de partis politiques. N'était plus l'organisation élargie au groupe, autour d'une charte, mais parce que je rappelle qu'il y avait le FI était là, le Palika il est en dehors. Ensuite, du FI, on est passé au FLNKS, intégré par le Palika le 1er décembre 1984 à la conception, et ensuite par la pratique à nouveau, par les réflexes et les méthodes des partis politiques, de nouveau, les partis se sont de nouveau accaparés, donc ont mis la main mise sur le FLNKS, qui portait le nom de Front, mais qui était redevenu un FI bis. Alors, nous, notre réaction pendant toutes ces années, je viens de le dire, ça a été de respecter le FLNKS. Parce que c'est le mouvement que nous avons contribué à créer, et c'est le mouvement qui a engagé la lutte et qui a porté le sacrifice de beaucoup de dirigeants et beaucoup de militants. Et beaucoup de gens chez nous disaient à un moment donné, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer, il faut mettre en place une autre structure, pourquoi pas envisager un nouveau parti politique. Et moi, je m'étais toujours opposé, ayant la foi en nous, ensemble, et puis petit à petit, on s'est aperçu que ce que nous avions signé, malheureusement, n'était pas appliqué, et que ce n'était pas défendu par les responsables. Et le comble pour moi, ça a été lorsque nous avions mené des conflits, et des conflits syndicaux, mais quels qu'ils soient d'ailleurs, les conflits qu'on a pu mener, mais ce qui était important, le plus important, c'était les conflits qu'on a menés pour la question du rééquilibrage, pour l'emploi des Kanaks. Et il y a beaucoup de gens qui sont là, qui pourront témoigner de ce que nous avons fait à ce moment-là, les combats qu'on a menés. Et donc le compte pour moi, ça a été lorsque les dirigeants indépendantistes du FLNKS ont condamné les actions de l'USTK, de la même manière qu'ils avaient condamné Rebounou. Je rappelle qu'au moment de l'intervention des forces de répression coloniale contre Rebounou, c'était suite à un communiqué du gouvernement. Et le gouvernement, lui, c'est un gouvernement collégial, ça veut dire que les indépendantistes ont avalisé ce communiqué-là, et donc ça donnait le feu vert à la répression qui s'est passée sur les militants de Rebounou. Donc pour nous, ça a été le comble, et on s'est dit, bon, maintenant ça suffit, c'est pas la peine de poursuivre, continuer à respecter la structure qu'on avait créée, et dont on se revendique toujours. Moi, je n'ai jamais oublié un seul instant de ces moments que j'ai passés avec ces frères. D'ailleurs, les équipes, on a eu la consigne du bureau politique de rentrer chez nous. Avec Eloa, on a mangé le soir chez Hilda Lini à la CPS, le jeudi soir qui précédait le 18 novembre. Et le lendemain matin, moi je suis rentré à Tiga avec ma famille, Eloa elle est rentrée sur Canala dans la nuit. Et on ne s'est jamais revu. Moi j'étais en Australie représentant le FLNKS en janvier 85, quand Eloa a été assassiné à Doni par les forces
postcoloniale. Donc, voilà, je viens de dire, moi, j'ai jamais oublié un seul instant tout ce qui s'est passé, tous ces visages, tous ces engagements, ces sacrifices qui ont été faits. Et aujourd'hui, je me suis décidé à écrire cet édito et à parler parce que quand je vois ce qui s'est passé ces dernières années, pour moi, c'est pas possible de se taire et de faire croire au Kanak que tout va bien, que tout est bien. Alors c'est vrai qu'il y en a qui pensent que se taire, c'est préserver l'unité. Moi, je dis que l'unité, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité si les choses, elles sont saines, si les bases, elles sont saines. C'est pas pour se dire unitaire et avaliser tout ce qui est fait et n'importe quoi. Moi, je veux dire notamment, c'est tout ce qui s'est passé par rapport aux préparatifs, aux préparations, donc de ce qui va se tenir cette année, à savoir le référendum d'autodétermination, et tous ces changements qui ont fait que le peuple kanak, et tous les Kanaks qui sont colonisés, qu'ils soient de statut coutumier ou de statut de droit commun, mais ils sont colonisés depuis 1853, tous les Kanaks ne pourront pas participer à ce référendum. Alors, quand on colonisé, c'est eux qui ont le droit à l'autodétermination. Donc, pour moi, ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'absolument anormal. Et pour moi, c'est un point qui fait que le scrutin d'autodétermination ne sera pas sincère. Donc, en 2015, quand ils ont commencé à vouloir changer la donne au niveau des listes électorales, notamment par rapport à la liste référendaire, eh bien, quand j'étais au comité des signataires de 2015, c'est là que je me suis aperçu que on avait beau avoir des positions tranchées, qu'on avait bien travaillé, on avait réfléchi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des camarades, que j'ai déjà eu l'occasion de saluer ici, de la commission politique et citoyenneté, qui depuis des années ont travaillé sur les listes électorales. Alors récemment, il y a un parti politique qui a mis des militants à suivre les listes électorales, mais ça, c'est un travail qui date depuis longtemps. Et en attendant, ça peut empêcher que ceux qui ne suivaient pas ce travail des listes électorales donnaient leur consentement pour les modifications des listes au moment des comités des signataires. Donc, ce qui est absolument inadmissible, anormal. Donc, et c'est toujours les mêmes, la même responsabilité. Et ça, moi, quand j'entends récemment quelqu'un qui est un grand responsable d'un parti politique qui a accepté tous les changements au niveau du comité des signataires. Dire qu'il y a eu un compromis sur les listes électorales, moi j'ai fait un bond, mais j'ai été choqué d'entendre ça. Ça veut dire quoi un compromis? Un compromis, et moi je rappelle, donc, pour avoir été syndicaliste longtemps, mener des conflits, signer des protocoles d'accord, un compromis, c'est quand on est deux personnes opposées et vous convergez l'un vers l'autre. L'autre qui est opposé, il vient vers moi, et moi je vais vers lui. Donc sur la question des listes électorales, la droite coloniale, l'État colonial n'a jamais fait une seule concession au peuple kanak. Depuis Nainville-les-Roches, et ensuite donc, les accords qui ont été signés, ensuite les décisions des comités des signataires successifs, ça a été pour rogner. Sans compter la fraude électorale. Pendant ce temps-là, ils faisaient la fraude électorale dans les mairies du Grand Nouméa. Je n'ai pas entendu un seul responsable politique dénoncer la fraude électorale. C'est la bande qui sont en marge avec donc le Rhin et puis qui avons dénoncé cette fraude électorale. Mais non seulement il y a eu le silence sur cette fraude électorale récurrente, et ils se sont donnés à cœur joie, les mairies du Grand Nouméa, parce que le contrôle des listes chaque début d'année, il se passait comme d'habitude. Donc la composition, je rappelle encore une fois, donc il y a un magistrat qui préside, il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de la commune, un non-indépendantiste et un indépendantiste. Et quand ils votent, au niveau de la commission, il y a 4 votes en faveur des autres et un vote en faveur des indépendantistes. Et toutes les fraudes ont été légalisées comme ça. Ensuite, on allait au tribunal, arrive au tribunal, le tribunal il dit, c'est à celui qui porte plainte de faire la preuve. Mais comment on en faire la preuve si les listes, si les dossiers sont à la mairie et qu'ils ne sont pas accessibles donc, à ceux qui déposent plainte. Donc cette fraude électorale, elle est massive. Moi, j'accuse les mairies du Grand Nouméa d'avoir organisé sciemment, politiquement donc, cette fraude massive de milliers de gens qui ont été inscrits frauduleusement. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait au dernier comité signataire? Eh bien, on avalise que leurs gosses, les natifs de ceux-là même qui ont été inscrits frauduleusement, eh bien, qu'ils soient aussi sur la liste référendaire. Mais où est notre dignité? Où est notre dignité? Où est le FLNKS que nous, on a créé, quoi? C'est pas normal. Donc,
Quand vous dites cela, c'est pour faire comprendre à l'opinion publique et notamment les Kanaks qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Mais il y a longtemps que ça ne va pas. Il y a longtemps qu'on nous fait croire que tout est bien. Mais ils ont passé leur temps. Regardez, quand on vote le gouvernement, quand il y a un problème entre les gens de droite, eh ben c'est nous qui allons arranger les choses pour remettre Germain à la présidence. Mais on n'a jamais créé le FNNKS pour ça. Et c'est au nom du FNNKS que ça se fait. Et ça, pour moi, je prends la parole aujourd'hui et je suis prêt à débattre avec n'importe quel dirigeant du FNNKS sur ces questions-là. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer tout ça parce que nous, notre peuple, il s'est beaucoup sacrifié. Il y a beaucoup de dirigeants qui se sont sacrifiés et c'est pas pour qu'on en arrive aujourd'hui à faire ça. Alors, non seulement on s'est tué, mais en 2016, alors ça a été le bouquet, quoi. Nous, on est les champions de la reculade. En février 2016, au comité des signataires, on signe le politiquement clos. Le Premier ministre, au dernier comité des signataires, au mois de novembre, quand je suis revenu sur les fraudes électorales, le Premier ministre actuel, il m'a dit, mais monsieur Regueil, vous avez signé un politiquement clos. Moi, j'y étais pas, mais en tout cas, le mouvement indépendantiste a signé un politiquement clos lors du comité des signataires, les conclusions du comité des signataires de février 2016. Et donc, on en est là aujourd'hui, et on va faire campagne comme si de rien n'était, que tout est bien. Ben ça, non, il n'en est pas question. Nous, on a dit que... Pardon. On aura l'occasion, au mois de juillet, on convoque un congrès extraordinaire pour voir si on allait se prononcer de la participation ou non au référendum. Nous, la condition de participation, c'est que ce référendum-là, il soit sincère. Et tout ce qui s'est passé depuis, non seulement on ne crée pas des conditions sincères, mais nos positions, ça c'est sur la question du référendum, mais nos positions à nous, elles ont reculé depuis qu'on s'est tu sur ces flux migratoires. Je rappelle encore qu'en 1984, c'est contre le risque des flux migratoires et donc d'un flux important de l'extérieur qui va noyer le peuple kanak qu'on s'est mobilisé contre les statuts de moine. Et bien voilà, on en est arrivé. Ce sont des dizaines de milliers de gens qui sont rentrés, qui ont pris le travail, qui ont pris les logements. L'autre jour, j'ai ma fille qui cherche du travail et il me dit, mais tu sais papa, j'ai été choqué parce que j'étais à côté d'un oreille et il me dit, ça fait 2 mois qu'il est là, il a déjà un travail, il a déjà un logement. Mais des cas comme ça, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et c'est au détriment de qui? Au détriment de nous les Kanaks. Et est-ce qu'on entend un dirigeant indépendantiste s'offusquer, dénoncer tout ça? Eh bien si les gens ne le font pas, ben moi j'ai décidé de prendre la plume et d'écrire cet éditorial de la Voix de Kanaki et puis de venir aujourd'hui pour dénoncer tout ça. Justement, dans cet édito, vous avez insisté, vous venez juste de le dire, sur la question de l'emploi local. C'est un problème, c'est une problématique qui dure depuis des années et aujourd'hui encore, on a l'impression que ce problème augmente encore plus. Mais c'est inimaginable, mais ça continue. Pourquoi voulez-vous que ça s'arrête? Moi, je fais de la kiné en ce moment, je vous raconte une histoire. Je fais de la kiné en ce moment. Il y a eu dernièrement un championnat du monde de planche à voile. Et la personne qui a remplacé ma kiné, on discute, c'est une kiné remplaçante. Elle me dit, ben moi, je venais avec mon copain qui fait de la planche à voile, et puis on a vu que c'était bien, on s'est installé, lui il a trouvé un travail, et moi je fais... Mais ça rentre comme dans du beurre. Ici, les gens, ils ont... Mais vous voyez ça nulle part ailleurs, nulle part. Et y compris en France. Y compris en France. Vous n'allez pas arriver comme ça et puis vous installer, avoir tout de suite du travail. Nous, on a Pascal, là, notre trésorière, là, qui est parti, qui est rentré définitivement en France. Ça fait des mois, elle n'arrive pas à avoir un travail. Parce qu'ils disent, mais vous, en Nouvelle-Calédonie, c'est où la Nouvelle-Calédonie? Et nous, on est inondés par les gens qui arrivent non seulement de France, d'Océanie, et puis de tout l'outre-mer. Et puis nous, on doit continuer à accepter ça. Donc là aussi, moi je dis, on a failli. Nous, on a... Moi, j'ai la conscience tranquille, parce que nous, on s'est battu avec lui. On se continue à se battre, à dénoncer. Mais nous tout seuls, ceux qui ont signé le comité des signataires, enfin le dernier accord de Nouméa, qui font partie du comité des signataires, et bien c'est à eux à prendre la responsabilité aussi de dénoncer tout ça. Mais ils ne le font pas. Vous avez parlé, toujours dans cette plume, vous avez évoqué donc, quelque chose comme une révolte maladroite de cette jeunesse donc, du pays. En même temps, vous ne les accusez pas, c'est toute la politique qui a été menée qui les emmène justement vers cette façon d'être aujourd'hui, en parlant de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse kanak, elle est confrontée aujourd'hui à beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Moi, je prends mon exemple. Moi, je suis un enfant de Nouméa. Même si ma famille elle est de Tiga.
Moi, j'ai marché pieds nus ici, en caleçon, sans t-shirt, et j'aurais pu moi aussi finir comme ces jeunes. Il y a une étoile qui a orienté les choses différemment. Mais depuis qu'on prend conscience de ça, de ce problème social au niveau de la jeunesse kanak, ben on essaie de faire les choses. Mais quand vous regardez, tout a été fait, tout est bouché. Que ce soit l'école, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'échec scolaire, la rentrée scolaire, les gosses qui n'ont pas de place, et sans compter tout ce qui se passe derrière au niveau des bourses, tous ces problèmes-là. Après, au niveau du monde du travail, on nous a toujours dit il faut des diplômes. Et quand les jeunes ont eu des diplômes, vous n'avez pas d'expérience. Quand les jeunes ont eu des diplômes et de l'expérience, ben, ils n'avaient plus les postes. Comme le cas de la petite fille, là, notre jeune pilote, là, qu'on a vu dernièrement à la télé, et donc qui a une formation, payée par la province des îles. Les deux compagnies qui desservent les îles, elles ont un capital en majorité de la province des îles. On n'a pas été capable de lui trouver un emploi. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de gérer en amont les provisions d'emploi et de compétences de nos jeunes qui allaient revenir. Et puis la jeune est là, mais c'est incroyable. Moi je vois des tas de cas comme ça de jeunes, on s'est battu pour beaucoup, on a de la chance qu'il y a certains qui ont pu être embauchés, qui ont pu prendre des postes de responsabilité, mais quand on a un qui est embauché, qui prend un poste de responsabilité, moi je dis qu'il y en a au moins 30 ou 40 qui sont laissés de côté, quoi. Sans compter ceux qui sont à la tribu, ceux qui ont le bac. Ceux qui ont le baccalauréat, alors ceux-là, ils n'ont même pas de débouché possible, quoi. Combien de nos jeunes qui ont fait l'école jusqu'au bac, non seulement derrière, ils n'ont pas la possibilité de poursuivre les études parce que problème de bourse, problème de place, pour faire la poursuite de leur cursus scolaire ici. Et puis après, donc, ceux qui arrivent, eh ben, c'est des débouchés. Des débouchés. Donc c'est un problème qui est énorme. Et je répète, on n'a pas fait le FLNKS pour ça. On ne l'a pas fait pour ça. Donc aujourd'hui, la jeunesse, elle crie son désespoir. Alors ceux qui peuvent le faire, eh ben, ils le font par des manifs, ils écrivent, et des choses. Il y a une grande partie de la jeunesse qui, elle est là, elle regarde ce qui se passe, mais elle fait quoi? Elle va regarder, elle va s'asseoir, et puis elle regarde, et puis au bout d'un moment, elle a envie aussi d'avoir une moto ou une bagnole, et malheureusement, elle n'en a pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens, ils vont chercher du travail. Ce que disait le jeune qu'on a vu, le reportage, le jeune de Saint-Louis, il allait chercher du travail, mais et c'est tout juste si on les écoute, ils n'ont même pas de la possibilité d'être entendus. À bout d'un moment, nos jeunes, ils font quoi? Ben, peut-être qu'ils se tournent vers l'alcool, peut-être qu'ils se tournent vers le cannabis, mais au bout d'un moment, ils se révoltent. Ils se révoltent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce comportement, mais moi, je ne les condamnerai jamais. C'est le colonialisme français qui, ici, est la cause de cette désespérance de la jeunesse kanak. Cette jeunesse qui se suicide, cette jeunesse qui est au COES, eh bien moi, je ne veux pas la condamner. Moi, je condamne le colonialisme français et j'espère que ces jeunes-là, ils vont, malgré ces difficultés, malgré ces situations, ils vont lever la tête et ils vont faire front. Ils vont faire front, et même si c'est difficile, mais il faut aller chercher le travail, c'est votre place, c'est la place de la jeunesse kanak partout. Ce n'est pas la place de ceux qui arrivent de l'extérieur. Moi, je regrette, c'est la place d'abord de la jeunesse kanak. On arrive pratiquement au terme de cette intervention, de cet entretien, M. Louis Coucharegui. Donc, avec l'édito de la Voix de Kanaki, où il y a eu votre plume, il y a aussi parallèlement donc, des séminaires organisés par le Rhin, ces conférences de presse donc, du Rhin la semaine dernière, où vous l'avez bien dit, il y a un échec politique de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. C'est important aussi parce que parallèlement, ça se concorde ce que vous écrivez et ce bilan donc, de l'accord de Nouméa du Rassemblement indépendantiste et nationaliste. Mais absolument. Pendant que certains se gargarisent de l'accord de Nouméa, nous on dit mais c'est un échec total, un échec total. De toute façon, c'était programmé, il y a tellement d'insuffisance, tellement d'absence de garantie dans cet accord de Nouméa que c'était parti pour ça. Parce que les autres, si l'accord il avait été si bien fait, et les autres, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont été amenés à faire. Je prends l'exemple de la citoyenneté. Ça a été présenté en 1998 comme une mesure phare. Mais elle est où la citoyenneté? Elle est où la citoyenneté qui devait empêcher, qui devait promouvoir l'emploi local et protéger l'emploi local? Elle est où la citoyenneté? Moi, en tant qu'élu, lors des séances de questions au gouvernement, j'ai posé la question au gouvernement à 3 reprises. À 3 reprises, on m'a répondu soit que c'était en préparation, et une fois on a eu le culot de me répondre, c'était pas à l'ordre du jour.
Et on n'a toujours pas eu la citoyenneté. Alors les gens parlent, ah mais ils sont citoyens, il faut transformer demain la citoyenneté en nationalité. Mais c'est du pipeau tout ça. Moi je dis aux gens, ça c'est du pipeau. Et la réalité elle est là, parce que si vraiment les emplois ils étaient réservés aux citoyens, les gens ne pourraient pas rentrer et travailler comme ça. Alors en plus il y a une loi sur l'emploi local, mais c'est une loi qui ne sert à rien. Parce qu'on a vu les limites de cela. La CEPEL qui devait donc recevoir les offres d'emploi et puis veiller donc à ce que la réglementation sur la protection de l'emploi local elle soit, soit bien appliquée, mais rien du tout. Les gens ils recrutent directement en France, ils ont des réseaux, hein, et les gens ils arrivent ici, ils ont déjà travail, ils ont déjà emploi. Donc ça c'est révélateur en ce qui concerne l'emploi local, c'est révélateur de l'échec de l'accord de Nouméa et de l'échec de ceux qui ont signé au nom des indépendantistes. Pour terminer, donc voilà, on va terminer cet entretien. Je voulais juste dire un mot sur le séminaire. Je vais quand même lire une phrase qui termine dans l'édito, et vous rajouterez tout à l'heure avec ce séminaire. En 1988, en imposant ma signature au bas de l'accord Oudinot pour soutenir la démarche de Jean-Marie, je croyais agir pour le bien de mon peuple. Et vous terminez par dire, j'ai tellement mal aujourd'hui. Avec cette phrase, est-ce que on a l'impression que vous êtes député, mais vous continuez quand même le combat et vous continuez toujours... Mais je n'ai jamais cessé le combat. Jamais. J'ai dit à Ouvert ce week-end quand j'étais là-bas, j'ai fait une réunion avec les gens, j'ai dit, tant que le Seigneur me donnera la force, cette voie, elle continuera à lutter. Et mon travail servira à lutter parce que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. S'il y a eu le compromis à Gossana, je rappelle ce que j'ai dit au congrès de l'Union calédonienne, c'est que dans la nuit, Jean-Marie a souhaité me voir, moi, président de l'STKE, neveu de tonton Yann Selene Ouegay, et il m'a demandé de convaincre tonton pour accepter le fait qu'il ait signé l'accord Matignon. On a proposé un compromis, j'ai demandé dans la ligne de rédiger un compromis, et on a proposé à la convention du FLNKS, et la convention a accepté, toutes les parties présentes ont accepté, et c'est comme ça qu'on a nommé une commission qui a travaillé pour rediscuter des dispositions de l'accord de Matignon et l'enrichir avec les mesures de décolonisation. Et on a négocié tout ça et on a dû partir à Paris parce que l'État, sur la question de la libération des prisonniers politiques, l'État nous a dit que c'est une question qui se discute à Paris. Et donc c'est pour ça, alors on est parti et on a assumé ça. Et moi, en engageant cette démarche-là, eh ben j'ai accepté la demande que Jean-Marie m'a faite et j'ai soutenu sa démarche. Aujourd'hui, si j'écris ça, c'est bien parce qu'on est loin de cette démarche qu'on a initiée à ce moment-là. Mais en tout cas, on va continuer le combat et je tiens à parler, comme ça les gens, il y a beaucoup de gens qui le pensent, hein. Mais voilà, moi je fais partie de ceux qui ont engagé les choses. Mon fondateur de FNKS, signataire de l'accord Oudinot qui a complété Matignon, eh bien, moi, je n'accepte pas cette situation, cette fraude électorale, ce politiquement clos, ce rejet de notre jeunesse, moi, je n'accepte pas. Et donc, j'ai dit aux gens qu'ils peuvent compter sur cette voie pour le dénoncer, et je continuerai à le dénoncer. Merci pour l'invitation. Et vous voulez terminer avec le séminaire? Oui, je voulais dire que le Rhin a décidé de faire 3 séminaires. On a fait le premier, déjà, qui s'est tenu au 4 Cocotiers à Saint-Louis. Le deuxième va se tenir à Ouvert le 7 avril, à la province des Îles. Le troisième au nord. On n'a pas encore décidé de l'endroit, on verra avec les gens du Nord, les gens qui accepteront d'accueillir ce séminaire du Rhin. Donc le premier a porté sur le bilan de l'accord de Nouméa, le bilan politique. Le deuxième va porter sur le bilan de la décolonisation. Et le troisième portera donc sur la stratégie unitaire. En tous les cas, c'est une année importante. Vous parlez donc des prochains rendez-vous sur IAE. Donc nous sommes les 30 ans après 88, donc c'est important aussi de le souligner, je pense. Absolument, merci de le préciser, c'est important. Ça fait 30 ans effectivement que les gens, à la suite de nos aînés, de nos vieux, hein, ont donné ce sacrifice pour refuser cette situation coloniale. Beaucoup ont pu bénéficier de choses grâce à ces sacrifices. On va arriver donc, le 5 mai à fêter les 30 ans de ce massacre de l'armée française dans notre pays. Je voudrais saluer la mémoire de